Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec l'affaire des 200 milliards recouvrés dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. Mambaïgnan et Initiative 35 portée sur les fonds baptismaux ce mardi soutiennent à fond Aminata Touré. Alioune de son côté propose aux députés une commission d'enquête pour élucider l'affaire. Le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant ce jeudi 28 décembre, un prix qui doit servir de tremplin pour les professionnels de l'éducation. Selon Serigne Mbaye-Thiam, les vainqueurs vont représenter le Sénégal lors d'un concours international. Le nouvel album de Youssou N'Dour, Rakhas Bercy, une production de 9 titres, c'était en exclusivité ce matin sur la radio King FM. C'est à suivre dans ce journal. À suivre aussi, en fin d'édition, la rétrospective de l'actualité dans le secteur de la santé pour l'année 2017. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'affaire des 200 milliards recouvrés dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. Aminata Touré, qui a fait la déclaration, obtient le soutien de Mambaïgnan et Initiative 35 portée sur les fonds baptismaux ce mardi. Ils ont rencontré la presse cet après-midi. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal avec Adi Atala. Alioune propose aux députés une commission d'enquête pour élucider l'affaire des 200 milliards évoquée par Aminata Touré pour le directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les Sénégalais ont besoin d'éclaircissements sur cette affaire. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Chartiyan Dion. La question de la réduction des comptes qui a été soulevée à juste titre aille de pair avec la question de la transparence. Si on l'a récupéré auprès de qui? Ça a donné combien? Et une fois récupéré, quels sont les mécanismes par lesquels cet argent a été réinjecté? Voilà, il me semble que c'est extrêmement important. Et puis sur quelle base, sur quels critères, comment on a calculé ça pour dire toi tu dois donner, lui il doit donner, etc. Parce que nous avons besoin de ces informations pour effectivement qu'on ne tombe pas dans le fait que les autres peuvent donner tant, les autres ne peuvent pas donner tant. C'est très important. Mais le plus important de mon point de vue sur la question de la corruption, de la lutte contre la corruption, c'est de le faire de la façon la plus juste, de la façon la plus équitable. Et de ne pas donner l'impression effectivement qu'il y ait des gens qui sont protégés parce que tout simplement ils sont du bon côté et qu'on ne fait que poursuivre d'autres. Ce qui est une façon également de dire le fait d'être opposant et criminel, on doit vous poursuivre et avoir des moyens de vous supprimer de la vie politique. Et je pense que c'est ça le danger qu'on court. Ça veut dire un État partisan, de façon, je dirais, lourde. Et c'est ça qu'il faut éviter au Sénégal. Mimi, elle est dans son rôle sur la question de la reddition des comptes. Je pense que ça, c'est extrêmement important. La question de fond et qui fait polémique, c'est en réalité, on n'a pas cumulé la reddition des comptes et la transparence. La transparence, c'est le fait de dire comment on a récupéré, sur quelle base on a récupéré, quels sont les critères, et une fois récupéré, quels sont les mécanismes de réinjection de cet argent. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de polémique. Les récentes sorties d'Aminata Touré sur la traque des biens mal acquis sont bien mesurées. C'est du moins l'avis du sociologue Abdou Sané. L'ancien Premier ministre, dit-il, veut se faire entendre en contexte favorable pour une surenchère politique. Pour le docteur en sciences politiques Maurice Dion, c'est une manière tout simplement de justifier la traque des biens supposés mal acquis. Un sujet signé Pape Faraning et Pape Sangone Mbaye. Les sorties intempestives de l'ancien Premier ministre et ministre de la Justice sur la traque des biens mal acquis ne sont pas anodines, constate le sociologue. Un député libéral. Abdou Sané Aminata Touré a saisi l'opportunité du contexte propice pour des surenchères politiques. J'ai l'impression que Mimi s'est dit qu'elle commence plus ou moins à hypothéquer sa survie politique. Et dans un élan de sursaut, elle a choisi le moment. C'est-à-dire les 13 derniers mois
qui précède l'élection présidentielle pour se faire entendre. Et le moment choisi n'est pas innocent. C'est un moment très très déterminant, très important dans la vie d'un parti qui cherche un deuxième mandat. Pour le docteur en sciences politiques Maurice Soudieck-Dione, le nouveau rapport de l'OFNAC et le procès de Khalifa Sall peuvent être les raisons de ces sorties de Mimi Touré. Une tentative de recrédibilisation de la traque des biens mal acquis, l'affaire Khalifa Ababacar Sall également, c'est un moyen de dire qu'en réalité, ce qui est le plus important, c'est la reddition des comptes en dehors de toute considération politique. En plus de cela, il faut dire que le dernier rapport de l'OFNAC également pose problème parce que ce qu'on demande à l'OFNAC, ce n'est pas de chercher à prouver l'évidence que la corruption existe, mais de lutter effectivement et efficacement contre la corruption. Cette volonté de l'ancien Premier ministre de poursuivre les traques arrange-t-elle la mouvance présidentielle? Et ce débat sera un débat mortel. Imaginez le tollé que cela va faire au sein même de la mouvance présidentielle, parce que ce sont les dignitaires du régime qui sont épinglés pour l'essentiel par l'OFNAC. Un danger, c'est de renforcer le discrédit, parce que c'est des contradictions internes qui vont remettre à nu et en évidence le fait que justement la transparence n'est pas forcément une priorité. En revanche, l'opposition peut-elle en tirer profit? Ou on la revalorise, ou elle cherchera à mener un combat interne dont les conséquences pourraient être profitables à l'opposition, pour autant que l'opposition soit opportuniste sur cette question. Depuis sa sortie sur l'argent recouvré de la traque des biens mal acquis, Mimi Touré subit des attaques de toutes parts, ce qui ne semble pas l'ébranler, elle qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et puis la RADDHO décèle des non-dits à propos du rapport sur l'indice de perception sur la corruption au Sénégal. La somme avancée est largement inférieure au montant officiellement déclaré à 118 milliards de francs CFA. Sadir Niasse invite les autorités à rectifier le tir. Le numéro 1 de la RADDHO a émis le souhait de traduire devant la justice toutes les personnalités citées dans les affaires de malversation. C'était lors d'un atelier sur la bonne gouvernance. Compte rendu signé Tidiane John et Thierno Laurent Mendy. L'élément n'est pas en place certainement, nous y reviendrons tout à l'heure. Revalorisation de l'enseignement au Sénégal, tel est le but du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Cette année, sur 385 candidatures, 3 verront leurs efforts récompensés lors de la cérémonie de remise ce jeudi 28 décembre au Grand Théâtre. Un prix qui doit servir de tremplin pour les professionnels de l'éducation qui, de l'avis de Serigne Mbaye Thiam, doivent représenter dignement le Sénégal au prix mondial de l'enseignant. Un reportage signé Cheikh Hassan Affal et Yafaraba. Un grand prix pour les enseignants, voilà ce qu'a instauré le président de la République pour encourager et mieux valoriser ces professionnels de la CREI. Sur 385, le jury national a retenu 3 candidatures sélectionnées sur la base de critères bien définis. Le grand prix du chef de l'État pour l'enseignant est destiné à récompenser un enseignant craie en main, ça veut dire un enseignant qui officie dans les salles de classe, pas un enseignant qui est dans les fonctions administratives. Un enseignant donc craie en main, dont les qualités humaines et professionnelles, le dévouement au travail et l'exemplarité dans l'exercice de son métier. Au terme de ces travaux, le jury a désigné 3 candidats. Un grand prix du chef de l'État qui, selon le ministre de l'Éducation nationale, doit servir de tremplin pour la participation du Sénégal au prix mondial de l'enseignement. L'institutionnalisation de ce grand prix du chef de l'État pour l'enseignant permet à notre pays de présenter demain des candidats pour le prix mondial de l'enseignant. Et on espère que par la crédibilité de notre processus de sélection, il arrivera dans les années à venir qu'on puisse fêter un enseignant sénégalais qui aura obtenu le prix mondial de l'enseignant. Un grand prix pour valoriser et distinguer des professionnels de l'enseignement, des hommes avec un seul objectif, éduquer toute une nation.
Nous allons à Niakhène, c'est dans le département de Tivaouane. Les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont expérimenté de nouvelles approches agricoles pour l'amélioration de la production agricole. Le maire de Niakhène leur a octroyé 30 hectares de terre. Test réussi car ils ont obtenu une bonne production agricole. Les acteurs, le recteur de l'UCAD, le ministre de l'Environnement et le maire de Niakhène s'étaient retrouvés dans cette localité pour faire le bilan. Reportage signé sur place Cheikh Anta Diop et Seylatir. Niakhène, commune rurale dans le département de Tivaouane, accueille l'université Cheikh Anta Diop dans son terroir. La commune a octroyé 30 hectares de terre aux étudiants. C'est pour expérimenter de nouveaux procédés et de nouvelles approches au niveau de l'agriculture. La communauté de Niakhène, représentée ici par son maire, que nous remercions au passage, nous a octroyé, mis à notre disposition. Nous y amenons nos étudiants qui ont mené des enquêtes auprès de la population pour recueillir les savoirs autochtones, les connaissances du terroir, que nous combinons à nos recherches au niveau de l'université, au département de biologie végétale de la faculté des sciences et techniques. Et ces tests faits à l'université, nous les mettons en grandeur réelle sur le périmètre expérimental et les résultats seront vulgarisés au niveau de la commune pour mettre en place de nouveaux procédés et de nouvelles méthodes d'approche au niveau de l'agriculture. Et la vraie université, c'est cette université ouverte à la société. C'est cela que nous sommes venus promouvoir à Niakhène. Ce qui leur a valu une bonne production d'arachides, de mil et de produits maraîchers. Aujourd'hui, après un an d'expérimentation de 10 hectares, on s'est retrouvé aujourd'hui sous forme d'atelier à Niakhène pour d'abord faire la restitution des activités de 2017. Le ministre de l'Environnement, Mame Thierno Dieng, présent à cette journée de restitution des activités, a magnifié ses bons résultats. Pour lui, ce programme participe à l'amélioration de l'agriculture sénégalaise. Si c'est une des populations de Cagnaro, c'est dans le département de Bignona. Elles estiment que l'infirmier chef de poste n'est plus sur les lieux depuis 6 mois, arborant des brassards rouges. Ces populations en profitent pour soulever d'autres doléances. Boubacar Diassi, Lamine Magnan. Cagnaro, dans le département de Bignona, se porte mal, car cela fait 6 mois que l'infirmier chef de poste qui soigne ces populations a quitté le village. Pour se faire entendre, ces populations organisent un sitting dans le poste de santé. Un grand village, administrativement 7 quartiers et 11 quartiers traditionnels. Aujourd'hui, nous sommes très énervés parce que le poste de santé, depuis le 12 juillet, l'infirmier n'est pas là. On ne sait même pas où il est. On a tenté de rencontrer le médecin. Jusqu'ici, on ne voit même pas une réponse. Mais nous avons dit que ce n'est pas possible. Donc nous demandons l'État. Est-ce que c'est ça le PSE? Est-ce que c'est ça la couverture universelle maladie? Il fallait utiliser le Jakarta pour Sindia, pour Mangoulen, pour Nyankit, pour Bignona, pour Soutou. Ah oui. Comme si Cagnaro n'a pas de poste de santé. Ces populations ont aussi d'autres préoccupations. Regardez la route. Avant les indépendances. Et dans le Fougni, Cagnaro c'est la porte du Fougni. Aucune route. Et on dit que c'est le PSE. L'éducation. Regardez les bâtiments, par exemple de l'école. On n'a même pas une case de tout petit. Des milliers de gosses qui sont là au niveau du village. Et on a fait des demandes. Mais le réseau, il y a problème. L'éducation, il y a problème. Les populations de Cagnaro promettent de revenir à la charge si rien n'est fait avant la fin du mois de janvier. Malem Hodar, dans la région de Kaffrine, cité parmi les départements les plus pauvres du Sénégal. Et Malem Hodar donc attend beaucoup plus du PUDC, notamment pour la deuxième phase. Le préfet soutient qu'il reste beaucoup à faire en termes d'infrastructures, notamment des pistes de désenclavement, de routes bitumées, de matériel d'allègement, notamment pour les femmes. Le préfet que je vous propose d'écouter au micro de notre correspondant sur place, Ibrahima Diamé. Pour ce qui est du PIDC, je dois dire que la première phase vient de s'écouler. Le département a pu engranger quelques réalisations, ça et là. Mais je dois dire que nous attendons plus et davantage de la seconde phase qui est en cours de formulation. Parce que le département de Malem Hodar est un département très enclavé et très en retard par rapport aux autres en matière d'infrastructures routières notamment, en termes de matériel d'allègement des travaux des femmes, mais également en termes d'ouvrages hydrauliques.
de ce point de vue-là, nous espérons vraiment pouvoir bénéficier d'une discrimination positive pour le département, nous permettant de décoller très rapidement et donc de rattraper les autres localités. Ce qui concerne la campagne arachidière, elle a démarré timidement avec les difficultés que nous connaissons tous, ayant trait à l'absence des opérateurs agréés et également à la spéculation donc, sur les prix aux producteurs et une faiblesse donc, des quantités collectées. Mais aujourd'hui, nous sommes tous soulagés du fait que le président de la République a donc donné une suite favorable aux sollicitations des producteurs, si bien qu'aujourd'hui, je crois que nous pouvons espérer que dans les jours à venir, la campagne va se dérouler correctement au grand bénéfice et au grand bonheur des producteurs donc arachidiers. Je vous l'annoncer dans les titres, Youssou N'Dour qui parle de son nouvel album Rakhas Bercy, une production de 9 titres. Le leader du Super Étoile a répondu à l'invitation de la radio King FM, occasion saisie par le roi du Mbalakh d'échanger avec les animateurs sur ce nouvel album. Séance d'écoute avec Ibou Diouf et Mohamed Dian. Un rendez-vous de plus consacré à l'après-Bercy. Rakhas Bercy comme un album, une émission à la radio King FM pour déguster cet album de 9 titres. Pour Youssou N'Dour, c'est aussi une occasion pour communier avec les fans. Dans Rakhas Bercy, il y a une partie du concert live à Bercy et une autre partie parce qu'on n'a pas eu l'occasion, la possibilité de jouer toutes les chansons prévues pour le spectacle. Et on est allé en studio, on les a complétées. Il y a de la nouveauté dedans et j'espère que les gens, chaque fois, quand ils attendent le Super Étoile, ils seront heureux. Une séance d'écoute et d'animation, des moments d'échange aussi avec les animateurs de King FM. Voilà, alors ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est le fait qu'il a enregistré ça et je pense qu'il vient d'écouter ce qu'il a eu à faire. Et il n'a pas eu le temps d'écouter ça depuis lors, donc il l'a écouté en même temps que nous, en même temps que les auditeurs. Donc c'est ce qui m'a plu dans cette rencontre avec l'artiste. On a choisi King FM parce que King FM nous a accompagnés autour de Bercy. King FM a fait un excellent boulot cette année, même pas moins d'une année. Donc on a choisi de leur donner l'exclusivité. Ça s'est très bien passé. Les animateurs, on les écoute, on voit que c'est des professionnels et on les a encouragés. Et on a encouragé aussi l'équipe digitale. La radio King FM, qui a intégré la dimension digitale dans sa grille de programme, apprécie également à sa juste valeur une telle initiative. Monsieur Youssou N'Dour nous a donné le privilège de faire le Rakhas en direct de King FM. Alors on a aussi profité de cette occasion pour faire plaisir à nos internautes, ceux qui ont été à Bercy et ceux qui ont été ici à Dakar. Sur le site, ils nous ont bien suivis, sur l'application de même. Concernant les lives Instagram aussi, ils ont été réactifs. Pour aussi les vidéos qu'on a mis, les photos aussi, ils ont commenté, ils ont aimé. Machallah, ils ont été très réactifs. À l'occasion, le leader du Super Étoile a parlé de son album, mais en tant que président du GFM, a répondu aussi aux préoccupations des agents. On parle beaucoup de matériel au niveau de la radio. Moi, je leur ai fait comprendre, effectivement, ça c'est la vérité, mais bon, il ne faut pas se focaliser que sur le matériel. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peu de matériel et qui parviennent à faire des choses extraordinaires. Donc c'est ça aussi la philosophie du groupe et je pense que le message est bien passé. Un album de 9 titres pour revenir sur les temps forts d'un événement. Rakhas Bercy pour tous les mélomanes, un cadeau aussi pour les fans du Super Étoile. La 7e édition de Sen Petit Galet a baissé ses rideaux hier avec l'annonce des noms des vainqueurs. Il s'agit d'Aïssatou Dione pour la version Mbalakh et Lat Fatim Bey pour la version hip-hop. Les organisateurs tirent un bilan positif de cette saison. Retour sur l'événement avec Moussa Ngom et Moudou Diop. Ambiance festive sur l'esplanade du Grand Théâtre qui a refusé du monde hier. Au bout du suspense et des brillantes prestations des 3 jeunes candidats, c'est elle, la native du Djokoulkaou, qui remporte la victoire. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. En tout cas, je suis heureuse. Elle est polyvalente. Elle a beaucoup de grâce sur scène et elle a assuré ses 2 chansons. Une saison riche en émotions et un bilan positif pour cette 7e édition selon l'initiatrice. L'initiative saluée également par le parrain du concours.
defal fii moom kontaan naa bu baax il faut ñu def ay yeneen événements yu mel nii quoi parce que il faut ñu am lenn loo xam ne na occupé xale yi football way métier boo xam ne xam nga def leen lañ bëgg lu mu mënti doon moom il faut ñu supporter leen xam nga xale yi moom soo leen supporter leen lu mu mën nañ ko mën a achieve quoi. À noter que dans la catégorie hip-hop, c'est le jeune Lat Fatim Bey qui a remporté la mise pour la première édition. Vraiment content de remporter ce trophée. Renouer le fil du dialogue entre collectivités locales et administrées, voilà la dimension citoyenne défendue par le rappeur Malal Talla alias Fou Malade. C'est dans le cadre de la célébration de l'activité Guédiawaye Baye Rap qui se tient du 23 au 27 décembre au foyer de Wakhinane Nimzatt. Une audience publique entre population et élus locaux qui a été organisée en face de la mairie de Ndiarème Limamoulaye. Les propos de Fou Malade que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. L'activité qui est organisée aujourd'hui s'appelle Jotaay communal. C'est dans le cadre d'un vaste programme intitulé Jotaayu Gox yi, qui est l'Assemblée des quartiers et qui a pour objectif d'établir un dialogue entre les élus et les populations en milieu défavorisé sur des questions liées à des actions citoyennes pour une meilleure citoyenneté participative. De comment la commune de Ndiarème Limamoulaye est gérée par sa mairie. Des questions sur le budget, des questions sur l'insécurité, des questions sur la gestion de l'espace urbain, des questions sur l'environnement, des questions qui tournent autour, qui concernent la localité. Que les femmes comprennent qu'elles ne doivent pas tout simplement être qu'elles ne doivent pas être un troupeau qu'on mobilise pour une campagne électorale, pour applaudir. Elles doivent s'informer, elles doivent jouer un rôle dans le développement, elles doivent participer. Je vous le disais en début de journal, l'affaire des 200 milliards recouvrés dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. Aminata Touré, qui a fait la déclaration, obtient le soutien de Mame Mbaye Niang et Initiative 35 portée sur les fonds baptismaux ce mardi. Il désavoue le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Selon Mame Mbaye Niang, la somme retrouvée dépasse même les 200 milliards de francs CFA. Ils ont fait face à la presse cet après-midi à l'occasion du lancement d'Initiative 35. Compte rendu signé Adia Talla et Modou Diop. La sortie de l'ancien Premier ministre Aminata Touré n'a pas encore fini de susciter le débat. Mame Mbaye Niang et ses camarades affichent leur soutien à l'envoyé spécial du président de la République et se désolidarisent de leur allié et président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Moi je pense que Mme Mimi Touré a tout notre soutien. Oui. Ça, il faut le dire. Elle a tout notre soutien parce qu'on partage le même combat. Aujourd'hui, on se bat autour d'un idéal, c'est l'avenir de ce pays. Maintenant, à savoir, les gens qui alimentent des discussions, apparemment ils sont experts en tout. Je vous pose une question, l'aéroport a coûté combien? 470 milliards, c'est ce que vous dites, si on compte vos informations. Le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, enfonce le clou et déclare que c'est plus de 200 milliards qui ont été recouvrés dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. 470 milliards qui étaient détenus par un inconnu, à 90% aux îles Vierges, ça c'est connu. Ce qu'on a recouvré avec la reddition des comptes dépasse largement ces montants. C'est notre souveraineté. Mais nous tous, nous avons assisté ici que les résidus de Air Afrique ont été donnés aux francs symboliques à une société qui s'appelle AHS, qui n'a pas payé de ticket d'entrée et qui a exploité pendant 9 ans et qui s'apprêtait à avoir le monopole et qui appartenait à une personne connue. Après la sortie puis persistance d'Aminata Touré et le démenti de Moustapha Niasse, c'est le ministre Mame Mbaye Niang qui revient à la charge. Au rythme des sorties au vitriol, ce sont les langues qui vont se délier et polluer l'atmosphère au sein de Benno Bokk Yakaar. Pendant ce temps, le peuple reste toujours sur sa faim sur l'utilisation des deniers publics.
Autour également sur cette information que je vous annonçais tantôt, la RADDHO qui décèle des non-dits à propos du rapport sur l'indice de perception sur la corruption. La somme avancée est largement inférieure au montant officiellement déclaré à 118 milliards de francs CFA. Sadir Niasse invite les autorités à rectifier le tir. Le numéro 1 de la RADDHO a émis également le souhait de traduire devant la justice toutes les personnalités citées dans les affaires de malversation. C'était lors d'un atelier sur la bonne gouvernance. Compte rendu signé Chertidiane John et Tierno Laurent Mendy. L'étude de perception sur la corruption commanditée par l'OFNAC fait toujours l'objet de plusieurs contestations. Le président de la rencontre africaine des droits de l'homme met le pied dans le plat. Sadir Niasse estime que la somme avancée est largement supérieure au montant officiellement déclaré. On s'attendait à un peu plus de 118 milliards parce que l'impact de la corruption, à mon avis, a été un peu minoré par rapport à ces 118 milliards. Ça fait plus que 118 milliards ce que la corruption coûte à l'économie nationale annuellement. Effectivement, 118 milliards n'est pas négligeable. Mais nous pensons que ça peut aller au-delà de 118 milliards et ce sont des chiffres qu'il faut vérifier. Ce sont que des estimations, effectivement, des sondages qui peuvent être améliorés et ce travail est en train d'être, en tout cas, fait au niveau de la société civile. Pour le président de la RADDHO, c'est le moment de se pencher sur plusieurs autres dossiers. Et s'il y a des malversations, les acteurs doivent être traduits devant la justice. Nous, c'est sans discrimination que nous pensons qu'effectivement, il faut traiter ces dossiers, les traiter d'égale dignité, effectivement. Si des personnes ou des sociétés ont été épinglées par des rapports, et nous demandons à ce que ces rapports soient, en tout cas, amenés, transmis au niveau diligenté, au niveau de la justice, pour que justice puisse être, la lumière puisse être faite sur ces affaires. Nous pensons que tous les secteurs, toutes les sociétés qui ont été épinglées, aussi bien par la Cour des comptes, par l'OFNAC, par l'IGE, doivent être, en tout cas, examinés. Les dossiers doivent être examinés. La RADDHO, à travers cet atelier, compte outiller ses membres en termes de connaissances et mécanismes efficaces et efficients. Une manière pour la société civile sénégalaise de lutter contre la corruption. La santé à l'honneur aujourd'hui. Entreprise en charge qui laisse à désirer. Des cas de négligence avérés. Le secteur a été secoué par quelques scandales. L'enrôlement de milliers de personnes dans la CMU. L'ouverture de quelques structures ne semble pas encore régler le problème de santé au Sénégal. 2017, on aurait pu mieux faire, Gonengom. À un peu plus de 30 ans, elle rend son dernier souffle. Elle n'en pouvait plus après pannes successives et maintenant sa répétition. Le matériel amorti depuis bien des années. Cette fois, l'arrêt est définitif. La machine est morte. Et de 2017, on retiendra cette erreur médicale. On a laissé mourir la seule et unique machine de radiothérapie au Sénégal. Le cobalt, à la technologie d'ailleurs dépassée, n'a pas été remplacé à temps. Une fois de plus, on en manquait de vision, installant ainsi tant de souffrances pour ces malades du cancer. Pourtant, sur la base des indicateurs sanitaires, besoins et délais devraient être connus. Mais pour beaucoup, on improvise encore pour tenter l'impossible après les dégâts. On se souvient aussi du scandale de la mort d'Aïcha Diallo, la fillette de 12 ans décédée le 5 octobre d'une hémorragie faute de prise en charge précoce. Négligence pour ses parents, l'hôpital de Pikine recuse. Tout ce qui aurait dû être fait l'a été. L'enquête ouverte n'a toujours pas livré les secrets de cette affaire. Autre cas, celui de Bekay Sissi, 6 ans, touché par une voiture plâtrée à 4 reprises, déplâtrée, infectée de tétanos, doublement amputée. Bekay n'a pas survécu à ses erreurs en cascade. Son père pointe du doigt l'hôpital général de Grand Yoff. C'était en février dernier. Autre douleur pour le secteur de la santé, la couverture maladie universelle perd son directeur général le 15 juillet. Cheikh Seydi Ababakar Meng, très engagé, nous quitte, laissant une couverture à réajuster. La politique de gratuité reste problématique.
les dettes s'accumulent, les irrégularités dans le recouvrement. Pour 2017 encore, on doit des milliards aux hôpitaux et structures de santé. Le tout nouveau directeur, le Dr Daf, préfère plutôt parler de retard. Et pour le budget, alors que les 15% étaient dans les perspectives, le Sénégal n'a toujours pas atteint les 10%. Et pour 2018, il va falloir compter avec un peu plus de 169 milliards. Comment financer alors le secteur de la santé? La question a fait l'objet d'un forum, une initiative du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Le tout nouveau remplace Eva, décision suite au remaniement d'après législative. Le professeur, quelques mois auparavant, a été élu maire ministre de la Santé et au monde. 2017, on aurait pu aussi s'en passer, le retour de la dengue. C'est à Louga que les premiers cas ont été diagnostiqués en octobre dernier. À ce jour, on est à 136 confirmés et une accalmie depuis presque un mois, aucun décès signalé. Les efforts sont aussi à saluer côté action sociale. Sur les 50 000 cartes prévues, plus de la moitié sont disponibles, seulement reste à suivre le transport tout comme l'éducation. Fin 2017 aussi, on réclame toujours l'effectivité du statut du personnel, réel problème dans le secteur, tout comme le début des hospitalisations à Dalal Jamm après plus de 50 milliards investis dans cette structure. 2017 dans le secteur de la santé, c'est aussi des engagements et des réalisations certes, mais aussi beaucoup de peine. Mame Birame Diouf. Ils nourrissent beaucoup d'espoir de voir enfin fonctionnelle la radiothérapie à Dantec. Les malades souffrant du cancer obligés encore d'être évacués au Maroc pour se faire soigner. Ils sont toutefois rassurés d'abord par l'ancien ministre de la Santé, Eva-Marie Coll Seck, qui en février dernier avait regretté la panne de cette machine et apporté des assurances. Nous avons eu un problème avec une banque dont le siège est à Khartoum qui devait payer ces accélérateurs. Et il y a eu un embargo sur le Soudan, ce qui a fait que l'argent n'a pas pu arriver et que le constructeur n'a pas pu être payé. Et c'est ça que nous sommes en train de régler parce qu'il faut que ça soit payé pour que la construction de cet appareil commence. L'annonce de l'arrivée des machines de radiothérapie se fera ensuite au mois de juin, ce que confirmera par la suite son successeur, Abdoulaye Diouf Sarr. Et aujourd'hui, nous sommes en phase terminale. Je disais tout à l'heure dans l'hémicycle qu'au mois de janvier, les deux hôpitaux, notamment Dalal Jamm et le Dantec, vont effectivement donc inaugurer leur appareil de radiothérapie en prenant en charge leurs premiers malades. Mais d'ores et déjà en décembre, les éléments tests vont démarrer. Dans le cadre du programme de lutte contre le cancer initié par la LISCA et le gouvernement du Sénégal, durant la première quinzaine du mois de décembre, l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye s'est doté d'un appareil de mammographie nouvelle génération d'un coût de 93 millions pour permettre aux femmes de se faire dépister à moindre coût grâce à la coopération avec le Japon. Au mois d'août, le centre de santé Philippe Maguilène Senghor, inondé, les eaux de pluie avaient détruit la radiologie et la radiothérapie. La radiographie, l'échographie et quelques matériels sont dédommagés, donc je pense que c'est endommagé plutôt, donc qui fait presque une valeur de 35 à 40 millions. Le relèvement du plateau technique médical, un défi que tentent de relever encore les autorités sanitaires. 2017, c'est aussi la réception de 6 centrales de production d'oxygène médical par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. L'oxygène à usage médical est le médicament le plus utilisé dans les structures sanitaires. Son déficit est toujours cause d'une forte mortalité, avait-il déclaré. La construction de nombreuses infrastructures sanitaires annoncées aussi par le Premier ministre le 5 décembre lors de sa déclaration de politique générale. 3 hôpitaux de niveau 2 à Kaffrine, Sédhiou à Kédougou et un autre de niveau 3 à Touba. La création également d'un centre national du cancer à Diamniadio et d'un centre de traitement des brûlés à l'hôpital Fann. 267 postes de santé et 22 centres de santé seront aussi construits, d'après le Premier ministre, selon qui le plateau technique a été relevé sur l'ensemble du territoire. Acquisition de 16 scanners, 14 appareils de mammographie, 35 tables de radiologie numérique, 50 appareils d'échographie et 10 générateurs de production d'oxygène. 2017 marque la pose de la première pierre du futur centre de maternité de Malicounda, c'était au mois de septembre, mais aussi la pose de la première pierre du centre de santé de Keur Mam El Hadj à Thiès. Fin 2017, dans les localités dépourvues encore de structures sanitaires, les populations veulent sortir en 2018 des difficultés liées à l'accès aux soins de qualité.
Biram Diouf, préavis de grève pour certains syndicats de santé, année de médiation pour d'autres. Les accords signés avec le gouvernement tardent à être respectés. Le SUTSAS, le SAMES, le SDT, 3S sur le pied de guerre. Fatou Kinedem. Des années de revendications, des accords non encore matérialisés. Le syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale ne recule pas dans son combat. La formation, notamment les filières qu'on devait créer à l'INDSS pour les masters, ces filières n'ont pas été créées. Et ceux qui ont aussi réussi dans la formation en ligne, certains n'ont pas été intégrés encore dans la fonction publique. Et là, CMU aussi a posé des problèmes à cause de l'endettement. Actuellement, nous sommes à 13 mois d'arriéré de paiement concernant la CMU. Les autres points, c'était la perspective d'ouvrir ces nouveaux corps au niveau de la fonction publique. Du côté du syndicat autonome des médecins du Sénégal, l'année 2017 aura été une année de médiation. Mais les doléances demeurent. Aujourd'hui, les travailleurs des municipalités, notamment ceux de Dakar, s'ils partent à la retraite, ils n'ont pas, n'est-ce pas, de droit à une retraite décente. Pourtant, ce sont des personnels vaillants qui sont engagés, qui sont sacrifiés toute une vie pour rendre service à la population. Autre pomme de discorde, le projet de loi portant légalisation de la médecine traditionnelle. On ne peut pas, dans un pays qui se respecte, dans un pays qui a des organes tels que les autres, les médecins, les pharmaciens et les dentistes, qu'on puisse élaborer une loi d'une telle envergure sans pour autant les avoir au début du processus. Les syndicalistes jugent inéquitable la répartition des subventions destinées aux structures sanitaires. Je donne l'exemple d'un hôpital comme Pikine qui aujourd'hui a un taux de fréquentation extrêmement important par rapport à d'autres structures et nous constatons que la plupart des malades même qui viennent dans les structures hospitalières de Dakar, que ce soit Dantec, que ce soit FAD, que ce soit au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff, viennent de la banlieue. Donc vous voyez cette structure à qui on subventionne à hauteur de 300 millions de francs. Au même moment, il y a des structures qui ont presque 4 fois plus que cette structure. L'année 2017 s'achève. À quand la satisfaction des revendications? À quand notamment le relèvement du plateau technique? Un système sanitaire loin d'être performant. Aujourd'hui, pour parler d'urgence, il faut mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord un personnel qualifié, formé pour prendre en charge ces urgences. Et quand je dis personnel qualifié, c'est aussi bien le médecin qui prend en charge, les infirmiers qui tournent autour, les ambulanciers et les brancardiers. C'est tout le personnel-là qu'on doit former. Je rappelle qu'au cours des 5 dernières années, le Sénégal a eu à former des médecins urgentistes. Mais la plupart du temps, ces médecins sont sortis du pays et sont allés travailler. Pourquoi? Parce que là-bas, n'est-ce pas, l'offre est beaucoup plus intéressante. Et le deuxième élément en matière d'urgence, ce sont les équipements. Quels seront leurs plans d'action en 2018? Pour sa part, le SUTSAS menace. Ce que nous envisageons avec And Gueusseum, c'est faire du Gueusseum. C'est aussi simple que ça, faire en sorte que ces accords-là qui ont été signés soient appliqués. Merci, c'était tout pour ce soir. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.